BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandour. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission Le Club BFM Crypto, comme tous les jours de 15h à 15h30 sur BFM Business. Les discussions ont déjà commencé sur ce plateau. Il y a plein de sujets qu'on va aborder dans cette émission. Vous savez, on parle Bitcoin, on parle souvent de finances décentralisées, de tokenisation. On l'a fait hier avec les meilleurs experts, mais on ne s'empêche pas non plus de questionner un petit peu le secteur, son évolution, de demander les avis aux uns et aux autres. Le Bitcoin a-t-il atteint sa maturité, ses limites ? On va se poser beaucoup de questions aujourd'hui, formuler des critiques, tenter de répondre à tout cela avec mes invités. Florent Gabriel, fondateur de Blob.io. Bonjour Florent, ravi de vous avoir sur le plateau. Jean-Paul Delahaye est à vos côtés, professeur émérite à l'Université de Lille. Vous êtes chercheur également au Cristal, le centre de recherche en informatique signalée automatique de Lille. Bonjour Jean-Paul, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Maxime Euzet est également avec moi, journaliste à la Tribune, spécialiste des questions crypto, on peut le dire. Un petit peu. On essaye. Vous pouvez nous écrire, nous poser vos questions à cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. Vous savez, on y répond tous les jeudis de 15h à 15h30. Des questions les plus simples aux questions les plus techniques. Vous pouvez nous les envoyer. BFM Crypto, le club. C'est parti. Jean-Paul Delahaye, je vais commencer par vous parce que j'aimerais bien savoir, vous êtes mathématicien, vous êtes informaticien, vous êtes professeur émérite à l'Université de Lille, je l'ai dit. Quand et comment vous vous êtes intéressé à la question Bitcoin ? Je pense que c'est en 2012, quand on a commencé à en parler, et j'ai trouvé intéressant l'idée qu'on pouvait créer une monnaie décentralisée, sans autorité qui la contrôle. Et j'ai voulu savoir comment ça marchait. Et donc, je me suis intéressé au protocole. En tant que mathématicien et informaticien, je suis intéressé par les protocoles, par les algorithmes, et j'ai voulu comprendre comment cette chose, à la limite qu'on pensait impossible, a été rendue possible par les idées de Satoshi Nakamoto. Donc 4 ans après sa création, 4 ans après le livre blanc, vous en avez pensé quoi au départ ? Vous aviez un avis plutôt positif, un avis négatif ? Bon, excusez-moi, ça c'est un petit jingle qui part comme ça de temps en temps, mais est-ce que vous trouviez intéressant déjà cette idée, cette nouveauté sur la monnaie ? Oui, au début j'ai été plus enthousiaste que je l'ai été par la suite. Et d'ailleurs, je crois que j'ai entraîné un certain nombre de gens vers le Bitcoin ou les crypto-monnaies, alors que moi, j'ai été plutôt en retrait après. Au départ, qu'est-ce qui était intéressant pour vous dans le Bitcoin ? C'est le protocole, c'est l'idée de la décentralisation, c'est l'idée de pouvoir émettre une monnaie sans qu'il y ait une autorité centrale qui en contrôle la circulation et évidemment le cours. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Vous avez commencé au fil des années à finalement égrener des critiques sur certaines choses. Qu'est-ce qui vous a fait basculer ? Ce qui m'a fait basculer, alors c'est très simple, c'est la consommation électrique. La consommation électrique de la preuve de travail est une absurdité et une erreur, puisqu'il existe d'autres protocoles qui vont avoir en gros les mêmes propriétés, en tous les cas qui vont sécuriser aussi bien les blockchains et qui ne vont pas consommer cette quantité déraisonnable d'électricité. Aujourd'hui, c'est 200 TWh par an, ce qui est absolument colossal. C'est aujourd'hui à peu près autant que l'IA. Et chose amusante d'ailleurs, quand on dit que les data centers de l'IA consomment beaucoup d'électricité, donc on évoque ce chiffre de 200 TWh, oui. on omet en général de mentionner que les crypto-monnaies, et surtout le Bitcoin, consomment cette même quantité d'électricité. Donc il y a quelque chose qui m'a fait changer la vie sur le Bitcoin en particulier. Après, il y a les autres crypto-monnaies, il y a le principe de la blockchain, sur lequel je n'ai pas forcément changé d'avis. Oui, parce que vous avez écrit un livre d'ailleurs qui mettait en valeur ces autres cryptos. Au-delà du Bitcoin, dans la mesure où je pense que le Bitcoin ne devrait pas exister. Voilà, faut être simple. Je pense que le système de minage du Bitcoin est un bug dans la conception de Satoshi Nakamoto, bug qui a été réparé quelques années plus tard, en concevant ce qu'on appelle la preuve d'enjeu, qui est utilisée par Solana, aujourd'hui par Ethereum, évidemment. Donc, à partir du moment où il y avait une solution pour ne pas dépenser ces 200 TWh, alors à l'époque, c'était pas 200 TWh, c'était un peu moins, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui le Bitcoin continue d'exister. Bon, attendez. Mais j'ai ma petite idée sur les raisons pour lesquelles il continue d'exister. On va continuer évidemment à en discuter, mais à côté de vous, il y a un spécialiste du Bitcoin, il y a un spécialiste du minage, il y a un spécialiste de l'énergie, donc je laisse quand même déjà Florent répondre à ces différents points. Déjà sur la dépense d'énergie, Florent. En fait, quand faut partir du début, ça veut dire que est-ce que Bitcoin pollue ? La réponse est oui. Et est-ce que Bitcoin ne pollue pas ? La réponse est aussi oui.
En fait, il faut comprendre, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est-à-dire, est-ce que cette solution immuable, infalsifiable, incensurable et hautement décentralisée, sécurisée, vaut le coût de cette consommation d'énergie? Je ne vais même pas parler de est-ce que c'est des surplus d'énergie ou pas, c'est encore un autre débat, mais c'est l'utilité sociale de Bitcoin qui peut être purement spéculative pour un occidental et autrement pour d'autres personnes. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, on souhaite avoir au XXIe siècle une monnaie ou une réserve de valeur, pour ceux qui ne souhaitent pas l'appeler monnaie, neutre, c'est-à-dire incensurable? Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. La preuve d'enjeu, et on a tendance à comparer Bitcoin et Ethereum alors que ce n'est pas du tout le même cahier des charges. Je ne suis pas du tout maximaliste Bitcoin, je suis assez pragmatique. Ethereum a de gros avantages. Est-ce que passer de la preuve de travail à la preuve d'enjeu pour Ethereum fait sens? Étant ancien mineur d'Ethereum, ça pique, mais oui, ça fait sens. Ouais. C'est-à-dire que dans le cahier des charges, des smart contracts, etc., ça peut faire sens. Ce n'est pas un vrai problème en soi de perdre sur l'aspect centralisation et sécurité sur Ethereum par rapport à son usage, ou Solana, ou d'autres. Le problème, c'est que le pouvoir est détenu entre les plus riches sur la preuve d'enjeu. C'est-à-dire que le fait de détenir des tokens, c'est ça qui fait la sécurité du protocole. Là où aujourd'hui, c'est plus facile de mettre la main sur des ressources monétaires, donc du token, et de l'acheter, il est beaucoup plus compliqué de mettre la main sur des infrastructures, sur des watts qui sont décentralisés à l'échelle de la planète. Mmh. Jean-Paul, vous n'êtes pas d'accord? Alors, concernant la sécurité, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que le protocole de preuve d'enjeu tel que, par exemple, il est utilisé dans Ethereum, il est aussi sûr que la preuve de travail du Bitcoin. Maintenant, concernant le fait qu'il faut être riche pour pouvoir être l'équivalent d'un mineur pour Ethereum, en fait, ça n'est pas vrai, puisque aujourd'hui, pour détenir ces usines où on voit des milliers, des dizaines de milliers de machines à miner, il faut aussi être riche. Donc c'est pareil. Voire c'est pire, puisqu'il y a une sorte d'inertie qui va être créée par la détention de ces centres de calcul, de ces data centers. Et cette inertie, d'une certaine façon, elle freine la possibilité d'évolution du Bitcoin. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Bitcoin ne passe pas à la preuve d'enjeu. Le Bitcoin ne passe pas à la preuve d'enjeu parce qu'une partie importante du pouvoir pour changer de protocole, pour passer, comme l'a fait Ethereum, de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, est détenu par les mineurs, qui ont acheté des machines, qui se sont arrangés pour disposer de possibilités d'acheter l'électricité pas trop chère, etc. Et évidemment, ces gens-là ne veulent pas. Alors, ce qui s'est passé, et moi, c'est comme ça que j'interprète les choses, c'est que au départ, quand le Bitcoin a commencé à fonctionner, la quantité d'électricité dépensée était négligeable. C'est que petit à petit, au fur et à mesure que le cours du Bitcoin a augmenté, que cette quantité d'énergie, qui en gros, en première approximation, est proportionnelle au cours du Bitcoin, s'est accrue, a été multipliée par 100, par 1000, par 10 000, par 100 000. Et de ce fait-là, le réseau Bitcoin est une sorte de piège. Il existe. Aujourd'hui, on ne peut pas le détruire facilement, sauf si un État décidait de l'interdire, ou tous les États décidaient de l'interdire. Donc il existe. Et changer le protocole qui dépense de manière absurde, 200 TWh par an, c'est devenu très difficile, voire quasi impossible. Et donc, d'une certaine façon, l'humanité, ou les gens qui ont conçu le Bitcoin, s'est tendu un piège, s'est mis dans un système où on ne peut plus reculer, et où on va continuer à dépenser des quantités colossales d'électricité pour rien, parce qu'il y a un autre protocole qui n'en dépense pas. Florent? Je vais répondre à ça. C'est que pour la preuve d'enjeu, effectivement, aujourd'hui, pour faire un nœud Ethereum, il faut 32 Ethereum. On peut dire que ça fait à peu près 64 000 $, je crois, au cours d'aujourd'hui. Ça paraît moins cher que de construire une ferme de minage au fin fond des États-Unis ou de je ne sais où, ce qui est vrai. Par contre, ça serait oublier qu'aujourd'hui, les détenteurs de machines de minage sont multiples et à travers la planète. Ça veut dire que les détenteurs de jetons, les jetons aujourd'hui, parlons juste d'Ethereum, comme ça on fait une comparaison simple, il y a plus de 30% des jetons Ethereum qui sont sur un protocole qui s'appelle Lido. Il y a plus de 60% des nœuds sur Ethereum qui sont dans des plateformes de cloud type AWS. Aujourd'hui, les machines de minage n'appartiennent pas forcément à une seule société. Je prends mon exemple, mais je peux prendre l'exemple de plein de mes confrères à travers la planète.
c'est que dans une seule ferme, il peut y avoir des centaines de propriétaires qui ont un accès direct à leur machine et qui vont utiliser la pool, donc la coopérative minière de leur choix. Il y a des gros mineurs institutionnels, on est d'accord. Mais aujourd'hui, c'est complètement décentralisé à l'échelle de la planète. Il y a un jeu aussi politique qui fait que ça ne sera jamais vraiment centralisé, parce que quand les Américains montent en puissance, les Russes, ils ont aussi envie de monter en puissance pour avoir, entre guillemets, leur part du gâteau. Donc il y a ce jeu-là qui va faire que ça sera toujours décentralisé. De plus en plus, aujourd'hui, d'endroits sont chauffés avec du minage de Bitcoin, que ça soit chez des particuliers, mais ça reste sporadique à l'échelle de la blockchain aujourd'hui. Mais par contre, des villes qui sont chauffées de plus en plus par des acteurs privés, c'est ce que l'on fait en Finlande, par exemple. Donc, entre saisir des 3 acteurs de cloud ou saisir et interdire des millions de mineurs différents sur la planète dans tous les pays et l'interdire dans tous les pays, c'est très compliqué. Ouais. Et même l'interdiction ne ferait pas chuter à l'instant T, si. Mais Monero, il a été interdit. C'est quelque chose qu'on avait le droit de faire à l'époque, qui est une monnaie qui est anonyme, qui a été interdite aujourd'hui. On ne mine pas, nous, en tant que société française, du Monero, et on n'en détient pas non plus. Le cours du Monero, il est très haut. Ça n'a pas détruit la valeur de la crypto-monnaie, ni son prix. Parce que la valeur de Monero, c'est quoi ? C'est son anonymat. Et l'information, enfin le prix, c'est son information. Le Bitcoin, sa valeur, c'est son incensurabilité. Si on passait demain tous en preuve d'enjeu sur Bitcoin, la valeur et son prix chuteraient, parce que en fait, Bitcoin, ce que l'on attend de Bitcoin, c'est qu'il soit incensurable. Aujourd'hui, sur Ethereum, les blocs sont censurables. Tether, on parlait à l'époque qu'ils n'avaient pas la main sur des wallets. Aujourd'hui, ils peuvent geler des comptes sans aucun problème. Donc le problème, c'est est-ce qu'on donne la main de ce pouvoir possiblement à quelqu'un, ou on rend l'attaque impossible. Et pour rendre l'attaque impossible, c'est l'énergie. Oui, Jean-Paul. Non, mais il ne faut pas parler de Tether. Tether, il est centralisé. C'est Tether Limited, qui est une firme qui émet les jetons. Donc ça n'a rien à voir avec Ethereum. Qu'on puisse discuter, c'est ce que vous proposez, de la décentralisation un peu meilleure de Bitcoin par rapport à l'Ether, je pense qu'on peut discuter. Mais je pense qu'on peut discuter longtemps et que ce n'est pas gagné d'avance pour le Bitcoin. Par contre, quand vous dites que ça sert à chauffer des appartements ou autre chose, alors là, je suis désolé, mais revenons au problème de base. On utilise de l'électricité là où il n'y en a pas besoin, puisqu'il y a un autre protocole qui n'en dépense pas, et que cette électricité dépensée par effet de Joule produise de la chaleur et qu'on la récupère, ça n'empêche pas que c'est de l'électricité dépensée stupidement. On va continuer, on va avancer. Parce que, si je vous laisse faire, on va passer 1 heure sur ce débat. C'est peu. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il nous faudrait finalement 2 heures pour faire ce débat et finalement couvrir tous les sujets. L'une de vos remarques et de vos critiques aussi concernait, Jean-Paul, l'anonymat et le pseudonymat. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors, il y a quelque chose qui est assez étonnant. Alors, on peut défendre l'anonymat pour certaines choses, pour s'exprimer sur Internet, etc. Maintenant, pour faire circuler des grosses sommes de monnaie, je pense que ce n'est pas défendable. Alors ça, c'est un point de vue. Je pense qu'il y a des gens qui ont d'autres points de vue. Et il y a des choses qui sont pourtant très claires et qui sont rarement dites, et je ne sais pas sur votre plateau si on le dit souvent, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on kidnappe les détenteurs de Bitcoin ? Pourquoi est-ce que les ransomware se font payer le plus souvent en Bitcoin ou en crypto-monnaie ? C'est à cause de l'anonymat possible. Je ne dis pas que l'anonymat est automatique dès qu'on détient des bitcoins, ça dépend de la façon dont on les détient et de la façon dont on les gère, mais l'anonymat est possible avec le bitcoin. Et c'est pour ça que les détenteurs de bitcoin sont kidnappés, qu'on leur demande de verser des sommes, évidemment, en crypto-monnaie sur d'autres comptes, qui, s'ils sont gérés intelligemment et de manière compétente par les gens qui reçoivent ces sommes, vont pouvoir être transformés en dollars, en euros, etc. Donc l'anonymat est un vrai problème pour le Bitcoin, pour l'Ether aussi, pour le Tether aussi d'ailleurs. Il y a un problème d'anonymat. Moi, je suis plutôt contre cette idée qu'on puisse gérer des très grandes sommes, des très fortes sommes, de manière anonyme. Moi, je suis plutôt contre. Florent. Les gens qui défendent le Bitcoin, en général, sont pour. Oui, forcément, on a un côté très libertarien. Donc, pour nous, l'incensurabilité, ça fait sens. L'anonymat n'est pas synonyme de criminalité non plus. Ça veut dire que c'est comme si on disait, oui, il y a des femmes qui sont en jupe qui se font agresser dans la rue. Je caricature volontairement. Mais le problème, c'est pas la femme qui est en jupe dans la rue, c'est pas le détenteur de crypto-monnaie
crypto-monnaie qui se fait agresser, c'est un problème d'impunité derrière. Mais revenons sur le point central qui est l'anonymat, d'ailleurs qui est plutôt du pseudonymat sur Bitcoin, hein, qui est quelqu'un, si vous connaissez mon adresse anonymat possible. Oui, complètement. Quasiment l'intégralité de ces flux ont été ressaisis. Ça veut dire que sur Bitcoin, c'est une blockchain ouverte. Ça veut dire que oui, Bitcoin a inventé Big Brother sur un plateau. Ça veut dire qu'on peut suivre ad vida aeternam ce que vont devenir ces Bitcoins-là. Et c'est pour ça que kidnapper quelqu'un qui a des crypto-monnaies... Oui, mais sauf qu'il existe des mixeurs. Les mixeurs qui étaient interdits et par exemple poursuivis par l'État américain, que Trump, avec sa grande intelligence, a effectivement cessé de poursuivre. Donc aujourd'hui, la possibilité d'envoyer une certaine somme sur un site et de la fractionner et de la recevoir, ce qui empêche le suivi de cette somme, c'est aujourd'hui une possibilité. Et j'insiste bien qu'aujourd'hui, l'anonymat est possible avec les bitcoins. Florent. Tout comme les voitures, les couteaux ou n'importe quel outil peut être aujourd'hui mal utilisé, n'importe quelle innovation, oui, Bitcoin peut permettre, c'est vrai, dans certains cas, l'anonymat, si c'est bien utilisé, si c'est bien fait. Toutefois, de les réintégrer dans le circuit, ça va être très, 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 très compliqué. Et c'est la même chose pour du dollar, pour du cash ou pour n'importe quel actif. Je ne pense pas que le problème, que l'anonymat ou plutôt le pseudonymat sur Bitcoin soit un vrai souci aujourd'hui. Maxime. Je ne suis pas d'accord. Parce que, oui, vous venez de le dire, mais... c'est en effet la même question qui peut se poser sur l'argent cash, sur les détentions d'or. Or, ce n'est pas du tout une critique qu'on fait. Au contraire, c'est juste une question. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'a pas le droit de faire un achat en cash pour plus de 1 000 € et que par contre, on peut faire des achats en bitcoin sans limite? Il y a une sorte d'absurdité dans la façon dont la réglementation française gère cette possibilité de dépenses de grosses sommes de manière anonyme. C'est totalement absurde. Je suis d'accord sur ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme Bitcoin n'est pas considéré comme une monnaie, théoriquement, on pourrait recevoir un paiement d'un client de 50 000 valeurs euros en Bitcoin sans faire une provenance des fonds. Alors là, je vais me faire taper dessus par tous ceux qui sont dans l'écosystème. Je ne trouve pas ça normal. Nous, à titre personnel sur l'entreprise, je n'accepte pas les paiements en crypto-monnaie parce qu'en fait, il y a une preuve de bon sens à faire, c'est-à-dire que la provenance des fonds, être sûr, la LCBFT, la régulation, ça a un intérêt. Mais la régulation, c'est comme l'eau. Ça veut dire que un peu, c'est vital. Il en faut tous les jours, il en faut, sinon ça devient l'anarchie. Même si je sais qu'il y a des maximalistes Bitcoin qui sont pour l'anarchie, je ne suis pas pour l'anarchie. Mais par contre, trop, on se noie. Ça veut dire qu'à un moment, on est quand même tous des entrepreneurs dans cet écosystème aussi, pour la plupart. Si la régulation tape dessus, les entrepreneurs changent d'endroit. Mais là, c'est un autre débat. Mais pour revenir sur ça, effectivement, aujourd'hui, on pourrait recevoir un paiement, mais je ne suis pas sûr que comptablement, ça va passer. C'est-à-dire qu'il y a un flou, clairement, sur ça, aujourd'hui. On va passer au sujet suivant. Il nous reste 7 minutes. Je me tourne vers vous, Maxime. Vous avez publié une enquête. Le titre pourrait en être « La prochaine crise des cryptos viendra-t-elle d'un stablecoin ?» Vous nous parlez de Tether dans cette enquête. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces investissements inquiètent, Maxime. Un quart des réserves de l'USDT sont considérées comme à haut risque par l'agence Standard & Poor's. Et ça, c'est un problème, puisque Tether est censé garantir le remboursement des détenteurs d'USDT, son stablecoin, et aussi pouvoir racheter les USDT pour soutenir le cours s'il y a un phénomène de vente massive. Et c'est un problème qui grossit de plus en plus, puisque ces derniers mois, Tether a racheté énormément d'or et de Bitcoin, au point que ces deux actifs très volatiles représentent maintenant 13% de ses réserves. Sauf que le problème, c'est que Tether les a achetés à des prix assez élevés l'année dernière notamment, et que depuis, ces actifs, leurs valeurs ont chuté. Et s'ils chutent encore, certains experts expliquent que Tether pourrait en fait être rapidement en situation d'insolvabilité. On parle de 25% du prix de l'or et du Bitcoin qui pourrait chuter pour que la marge de surcollatéralisation de Tether soit mangée et que Tether soit insolvable et donc que l'USDT puisse s'effondrer. Et ça pourrait avoir des très grosses conséquences derrière, Maxime. Et oui, parce que Tether détient donc, on l'a dit, plusieurs milliards de dollars d'or et de Bitcoin. Et s'il vendait massivement donc pour soutenir une vente massive d'USDT en cas de crainte sur l'USDT,
eh bien, il pourrait, par ricochet, faire chuter les cours de ces deux actifs. Et ce n'est pas fini, puisque Tether détient aussi 140 milliards de dollars de dette américaine. Il est dans le top 20 des détenteurs de dette américaine. Ce qui veut dire que s'il devait vendre en urgence ses actifs pour maintenir à tout prix le cours de son USDT, il pourrait faire monter le taux d'emprunt américain de 0,5%, ce qui augmenterait sensiblement les intérêts de la dette américaine. Une enquête à retrouver évidemment sur la Tribune, que vous avez publiée aujourd'hui, Maxime Euzet. Vous avez lu cet article d'ailleurs aujourd'hui, Jean-Paul, vous étiez d'accord ? J'ai lu l'entrain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me fait penser à quelque chose. En fait, les gens qui créent des stablecoins, en fait, ils sont toujours confrontés à un dilemme. Soit ils gardent effectivement des dollars, des vrais dollars ou de l'emprunt américain. Comme ceux régulés en Europe, comme sans risque. Ou bien ils croient vraiment aux crypto-monnaies, donc ils croient par exemple vraiment au Bitcoin, donc ils vont acheter des Bitcoins. Sauf que le jour où le Bitcoin perd la moitié de sa valeur, ce qui vient de se produire, à ce moment-là, la contrepartie qu'ils devraient garder pour les jetons qu'ils ont émis, ils ne l'ont plus. Il y a une tentation, je pense, pour tous les émetteurs de stablecoin, qui est celle d'utiliser l'argent qu'on leur a donné pour spéculer ou pour jouer en bourse ou jouer tout court. Florent ? Je ne sais pas si c'est joué, parce qu'au final, en fait, ça dépend toujours le point de vue idéologique aussi des choses. C'est-à-dire que pendant le Covid, la moitié de la masse monétaire a été réimprimée sur le dollar. Donc, d'un point de vue Tether, avoir du Bitcoin peut faire sens sur une vision long terme où on pense, attention, c'est un courant de pensée, que le Bitcoin va continuer à monter de par sa rareté, où il n'y en a que 21 millions par rapport à du dollar où il y a une dette infinie. Ce qui est vrai, c'est que pour Tether, c'est un peu une boîte noire depuis quand même beaucoup d'années. C'est un signe noir depuis très longtemps qui est observé. Qui a sorti d'ailleurs un autre... Il y a déjà eu des problèmes. Ça fait déjà très longtemps. L'autre stablecoin, mais qui était algorithmique, qui est encore différent pour l'UST. Mais pour être plus dans les clous, quoi. Oui, voilà. Donc, les stablecoins, c'est une vaste question. C'est une vaste question parce que l'USDT, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, en France, on n'utilise pas l'USDT. On utilise exactement, c'est interdit. Ouais. On utilise de l'USDC. Toutefois, le risque systémique, ou alors le risque plutôt de marché de l'USDT, lui, il est réel, même pour les Européens. Donc oui, c'est un signe noir qui est observé depuis longtemps. Maintenant, bien malin, celui qui sait ce qui va se passer exactement avec ça. Est-ce que les Américains vont devoir venir sauver l'USDT si un jour il y a quelque chose ? C'est possible. Maxime ? Moi, j'avais aussi une autre question, puisqu'on est sur les stablecoins et sur cette question de l'utilisation des crypto-monnaies. Lors du dernier bull run en 2020-2021, il y avait eu beaucoup d'innovations dans la tokenisation. On avait parlé de smart contracts, de Internet of Things dans les jeux vidéo, dans la finance, dans le sport, dans le médical. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins, voire plus du tout. Les NFT ne sont plus du tout à la mode. Est-ce que vous pensez que ce type de finance et de technologie blockchain a un avenir ? Vous avez 1 minute chacun, il nous reste 2 minutes. Oui, complètement. Je ne suis pas maximaliste Bitcoin. Je pense qu'il y a plein d'usages qui sont très souhaitables. Le NFT est une technologie avant d'être un singe dans une image. C'est-à-dire que ça peut permettre de suivre des objets physiques. Ça a des utilités, mais tout comme la bulle, puisque clairement c'était une bulle à ce moment-là, qui a explosé. Internet en 99, c'était la même chose. La plupart des usages, je vais être un peu violent, mais servaient à lever des fonds et prendre de l'argent. Mais la rupture technologique, elle est toujours là, elle est toujours utilisée. Demain, il y a fort à parier que toutes les bourses du monde vont être tokenisées et ouvertes 24/24. Jean-Paul, pour finir. Oui, moi aussi, je crois beaucoup à toutes ces idées de smart contract, de blockchain, etc. Simplement, je pense que la spéculation qu'il y a eu autour des crypto-monnaies, parce que le Bitcoin avait été multiplié par 1000 en quelques années, etc., a en quelque sorte pourri le système. Et aujourd'hui, les gens qui détiennent des crypto-monnaies spéculent. À 95%, les gens qui en détiennent, c'est pas du tout pour les utiliser, c'est pas du tout pour faire fonctionner des smart contracts ou autre chose, c'est simplement pour spéculer. Et c'est pour ça qu'ils achètent des ETF ou qu'ils détiennent sur des plateformes. 95% peut-être des détenteurs français, c'est possible. C'est pas le cas de 95% de la population mondiale. Évidemment, les usages sont différents dans des pays qui ont vraiment besoin d'une monnaie comme celle-là. Il reste 1 minute.
Laurent ? C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que ça permet de bancariser des gens qui n'avaient pas accès à un système bancaire. Ça permet d'émanciper des peuples. Ça permet d'échapper à la censure. Ça permet de payer à l'autre bout de la planète pour quelques euros n'importe qui plutôt que de passer par Western Union ou d'autres choses. Enfin, on pourra en parler une heure, tout comme on n'a pas eu le temps, malheureusement, de parler des surplus de capacité du Bitcoin énergétique. L'Ether ou même un stablecoin peut jouer le même rôle. Et non, parce qu'il est censurable. Vous voyez, on les a pas mis d'accord au bout de 30 minutes. Mais je le savais, de toute façon, il fallait 1h30, 2 heures pour faire un débat comme celui-là. On le fera sur BFM Business, bien sûr, parce que c'est un sujet qui nous intéresse considérablement. Merci Florent Gabriel, fondateur de Block.io, d'être venu dans cette émission. Jean-Paul Delahaye, professeur émérite à l'Université de Lille, chercheur au Cristal, et vous êtes aussi auteur de plusieurs livres, dont Au-delà du Bitcoin, dont on a parlé. Merci Maxime Euzet, journaliste à La Tribune. Votre enquête est à retrouver sur La Tribune, bien sûr. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. On en aura d'autres, des débats sur cette saison, évidemment. Passez une très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.